Salin Holidays vous fait voyager avec Breton d'ailleurs. Bienvenue au pays des Vikings, bienvenue en Norvège. C'est un retour en Norvège pour nous puisque nous étions ici déjà il y a 7 ans exactement. On s'était quitté à Bergen après un périple dans la Norvège du Sud. Eh bien, cette fois-ci, cette année en 2019, nous allons visiter la Norvège du Nord, le Grand Nord, en prenant le mythique bateau l'Express côtier qui cabote jusqu'à la frontière russe. Mais démarrage par Bergen, la petite ville qui se trouve juste en bas. Et puis on se quittera sur les magnifiques îles Lofoten. Allez, c'est parti. Bergen et son mont Fløyen. Point de départ de notre périple vers le Grand Nord norvégien. Le mont Fløyen est l'une des 7 collines qui encerclent la cité, ce qui vaut parfois à Bergen le surnom de Rome du Nord. Un titre qui n'est pas usurpé pour cette jolie ville, la deuxième du pays, peuplée de 280 000 habitants, qui vit naître et mourir le musicien Edvard Grieg. Fondée au XIe siècle par le roi Olaf III, Bergen devint capitale entre le XIIe et XIIIe siècle, époque à laquelle les premiers marchands allemands de la Hanse s'installèrent. Ils étaient exactement ici, sur ce quai, Bryggen en norvégien, devenu désormais le nom de ce quartier aux maisons en bois coloré, maintes fois reconstruite car maintes fois brûlée, le dernier grand incendie remontant à 1955. Avec Londres, Bruges et Novgorod en Russie, Bergen était l'un des principaux comptoirs de la Ligue hanséatique au XIVe siècle, haut lieu du commerce du poisson séché. Le poisson reste l'une des principales ressources de la Norvège, avec le gaz et le pétrole, découverts dans les années 60 et 70 et ayant transformé du jour au lendemain ce pays pauvre d'Europe en l'un des plus riches du monde, qui n'a plus du tout besoin de l'Union européenne, à laquelle la Norvège a toujours refusé de faire partie. C'est d'ailleurs dans le secteur des hydrocarbures que travaille notre premier Breton. Ronan, un ingénieur mécanicien brestois spécialisé dans le risque en explosion dans les installations pétrolières. Marié à une Française, ce père de 2 enfants vit depuis 16 ans à Bergen, à la suite d'un stage. Ce qui m'a plu, c'est la simplicité des choses, je veux dire, et de pouvoir d'aller très vite en fait. Il n'y a pas de discussion ou pas d'administration, ces choses-là. Donc on peut tout de suite, si on veut crocher dedans, on peut crocher dedans puis avancer. Ce qui était un peu différent et ce qui le reste toujours, mais je pense que je me suis un peu norvégianisé, si on peut le dire, c'est la communication en fait, c'est les contacts avec les gens qui sont au prime abord un peu distants. Juste au quotidien avec les collègues. La première fois qu'on rencontre un collègue, un nouveau collègue, on lui serre la main. Et puis les autres jours, on passe juste dans le couloir et puis on dit bonjour ou même on va à son bureau et c'est pas vu comme être impoli. C'est un peu le point commun aussi avec les Bretons. On paraît peut-être un peu bourru au départ, mais on est aussi attachant. Moi, mes collègues me voient plus comme un Norvégien que comme un Français, je pense. Et qu'est-ce qui te manque de la Bretagne ? Ah, il y a la culture.
C'est assez particulier à chaque fois de rentrer en Bretagne en fait, mais c'est toujours de retrouver cet environnement où j'ai grandi, surtout de retrouver la côte, retrouver la mer, les plages, les rochers, c'est un peu ce qui manque ici en fait. Ici il y a un accès à l'eau, mais c'est pas le même. On quitte Ronan pour retrouver une autre Bretonne norvégianisée, Gaëlle. Cette Morbihannaise, épouse d'un Italien et maman d'un petit Even, habite cet appartement avec vue sur fjord. En arrivant ici, je suis tombée amoureuse du pays, quoi. C'est un pays magnifique. Alors je viens du golfe du Morbihan qui est magnifique, mais ici c'est grandiose. C'est-à-dire que le golfe du Morbihan c'est petit quelque part, et ici la Norvège c'est un pays qui est sur 2000 km sur 2000 km, il y a des paysages mais à couper le souffle et qui changent. Donc voilà, c'est pour ça. Je ne suis pas tombée amoureuse d'un Norvégien, je suis tombée amoureuse du pays. Il y a 21 ans, je prenais des cafés ici, la résidence n'existait pas, et quand ils ont commencé à construire, je me suis dit, ça c'est l'endroit où j'aimerais habiter un jour. Et c'est vrai que c'était un rêve, et quand je vois que depuis presque 5 ans maintenant, on habite là, je me suis dit que je suis arrivée quand même assez loin, en arrivant avec une valise un petit peu, et venant faire mes études. J'ai réussi quand même à bien construire ma vie ici. Gaëlle a réalisé son rêve en effet. Arrivée il y a plus de 20 ans pour apprendre l'anglais grâce à Erasmus, elle n'a plus jamais quitté le pays, ni le programme européen, pour lequel elle travaille depuis 12 ans. Et elle trouve beaucoup d'avantages à vivre ici, même si tout n'est pas idyllique. Les Norvégiens sont pas tellement ouverts. C'est difficile d'avoir des amis norvégiens, mais les relations de travail sont très très faciles. Ce sont des gens qui sont assez posés, ils ne sont pas forcément très réservés, mais qui ne vont pas aller dans les conflits. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Quand on est dans une réunion, tout le monde s'écoute. Tout le monde arrive à pouvoir exposer son point de vue, même si on finit. C'est pas forcément notre point de vue qui va être choisi, mais tout le monde a le droit de s'exprimer. Et ça c'est intéressant. Le poids de la hiérarchie n'est pas du tout comme je peux me l'imaginer en France. J'ai peu travaillé en France, mais le peu que j'ai travaillé en France, il y avait toujours le petit chef là qui était sous la coupe du grand chef et qui avait vraiment envie de décider pour tout. Et ici, on ne sent pas du tout ça de la même manière. Depuis le balcon de Gaëlle, on aperçoit notre bateau, l'Express côtier. Un bateau légendaire sur lequel nous embarquons pour le Grand Nord et les îles Lofoten, au-delà du cercle polaire. Bon, eh bien, nous sommes à bord de l'Express côtier, le mythique Express côtier. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'équivalent du transsibérien pour la Russie ? Oui, on peut dire que c'est l'équivalent, effectivement. C'est vraiment un navire qui permet de desservir en fait la côte de manière assez rapide pour toutes ces communautés qui habitent, ces petits villages, ces personnes qui habitent sur ces villages, dans ces villages côtiers. Isolé en fait. Assez isolé, effectivement. C'est pour ça que ça a été créé. Ça a été créé quand ? Ça a été créé en 1893, donc à la fin du 19e siècle, pour justement que ces petits villages soient approvisionnés de manière rapide. Alors c'est notamment la poste, et puis après le courrier. Il y avait des denrées aussi Il y avait des denrées, effectivement, parce que de prendre la route, ça peut prendre des heures, c'était très compliqué. Et c'est qu'à partir également à la fin du 19e siècle que les routes ont commencé à être développées et le train également en Norvège. Donc c'était compliqué de prendre la voie terrestre. Alors dis-nous, là on vient de partir de Bergen, quelle est la prochaine étape, les prochaines étapes jusqu'aux îles Lofoten ? Oui, tout à fait, parce que l'Express côtier dessert en totalité 34 ports, de Bergen jusqu'à Kirkenes. Et nous, la grande... Ça, c'est à la frontière russe. C'est à la frontière russe, tout à fait. Et là, notre grande, je dirais, escale après Bergen, ça va être la ville de Ålesund, où là, on s'arrête effectivement quelques heures. Parce que parfois, ce sont des arrêts de un quart d'heure ou une demi-heure maximum.
la ville de l'Art Nouveau. La ville de l'Art Nouveau qui a été reconstruite après un grand incendie au début du XXe siècle. Il faut en effet quelques heures pour visiter Ålesund. Ce port reconstruit en 1904 aux frais de l'empereur allemand Guillaume II, amoureux de la ville. Car outre ses bâtiments Art Nouveau, Jugendstil, il abrite aussi la statue de Rollon, un chef viking norvégien, fondateur du duché de Normandie. Dans ce petit parc, qui permet d'accéder à un escalier de 418 marches. Celui-ci mène au mont Axla et à cette vue magnifique sur la ville et le fjord. Nous reprenons l'express côtier, direction Trondheim, 3e ville de la Norvège. À la sortie du bateau, une autre statue de chef viking nous accueille, celle de Leif Erikson, qui a découvert l'Amérique près de 500 ans avant Christophe Colomb, en l'an 1000. C'est à peu près à cette même époque que les Vikings furent christianisés, notamment sous le roi chrétien Olav II, fondateur de Trondheim. Il repose ici, sous la cathédrale Nidaros, dont la grande rosace rappelle celle de Notre-Dame de Paris. Érigé au XIIe siècle, l'édifice fut converti en cathédrale luthérienne au XVIe. La nouvelle cathédrale catholique, la cathédrale Saint-Olave, est, elle, beaucoup plus récente. Elle a été consacrée en 2016 et abrite une particularité bretonne. Son confessionnal a été offert par le diocèse de Rennes à l'occasion du millénaire célébrant la libération de Dol de Bretagne de l'emprise des Vikings danois par les armées chrétiennes norvégiennes. La Bretagne et les Bretons que l'on retrouve décidément partout. À proximité de ce vieux pont en bois, surnommé la Porte du Bonheur, nous avons rendez-vous avec un Brestois pâtissier, dans un hôtel. Corentin. Cet ancien diététicien a travaillé pendant 10 ans à Marseille avant de suivre son ex-compagne française ici, en 2008. Au début, j'étais pas professionnel en pâtisserie, donc j'ai trouvé 2 Français qui, eux, sont des professionnels qui sont installés à Trondheim depuis 15 ans. Qui avaient leur production ici, donc je les ai aidés pendant 3 ans. Et puis sinon, après, j'ai eu la chance de rencontrer des gens dans un autre hôtel avec qui s'est très bien passé. Et depuis, je suis ici et ça se passe très bien. Moi, j'ai juste un bon travail avec un salaire moyen, 3000 net, mais voilà, c'est vraiment... Ouais, en France, ce serait un peu mieux d'avoir ça, mais là, c'est juste un salaire normal, quoi. Il faut que je demande des aides encore au gouvernement pour pouvoir pour pas être en rouge tous les mois, quoi. Des aides bien utiles, car Corentin, tout juste séparé, a la garde à 70% de ses 2 enfants. Le coût de la vie est en effet très élevé en Norvège, et ce n'est pas le seul désagrément. Il y a eu des hivers un peu plus difficiles à cause de l'obscurité. Des fois, c'est mois de décembre et janvier, c'est un peu dark quand même. Tu vois pas trop le jour en fait. Mais bon, ils aiment sortir le week-end. C'est beaucoup de sorties, de petits concerts. Il y a une petite vie nocturne ici, c'est sympa, même si ça ferme tôt quand même. On dirait que le week-end, c'est vraiment... c'est organisé presque on doit sortir, tous les gens de 15 à 70 ans, ils titubent sur les trottoirs à 2h du mat' tous. C'est assez... ça fait un peu peur, des fois ça fait un peu ville de zombies quand même, où ils sont tous sous, quoi, faut le dire. Les Norvégiens sont de bons vivants. Ils aiment boire et manger. La gastronomie s'est d'ailleurs améliorée ces dernières années. Ils aiment la qualité, que ce soit hyper sophistiqué ou très simple. Faut que ce soit bon, mais non, parce que justement, ils sont beaucoup plus tolérants
si le travail n'est pas de qualité régulière, ils vont pas forcément être très méchants, quoi. Voilà. Les trucs vraiment typiques, c'est le multe, par exemple. Je crois que c'est la baie arctique. Je crois que c'est ça, cette espèce de, on dirait une mûre énorme, orangée, qui pousse dans les tourbières. Voilà. Et ils adorent faire des desserts avec ça. Enfin, c'est ce qu'on fait à Noël, par exemple. Nous quittons Corentin pour reprendre le bateau qui se trouve non loin de ce musée de la pop et du rock de Trondheim, qui nous rappelle que ce pays, terre natale de a-ha et du black metal, s'y connaît en la matière. Au petit matin, après avoir longé des paysages de neige et de roches, nous franchissons le cercle polaire arctique, signalé par ce globe terrestre. Un tiers de la Norvège est situé au nord de cette frontière symbolique. Pour immortaliser l'événement, la tradition veut que l'on reçoive un baptême polaire sur le bateau, délivré par le roi Neptune. En somme, une louche de glaçons dans le cou, une façon bien vivifiante pour marquer ce passage vers le Grand Nord. Prochain arrêt, Bodø, connu pour ses courants et ses tourbillons, dont le plus puissant du monde, le fameux Maelstrom. Voici notre dernière escale, les îles Lofoten et Svolvær, la principale ville de l'archipel où nous débarquons. C'est là que l'on retrouve un autre breton en cuisine, Johan. Ce Svante est arrivé en 2011, un peu par hasard. Je connaissais rien de la Norvège. J'habitais sur Paris, j'étais avec un ami qui était pâtissier. Et ma copine à l'époque était pâtissière aussi. Donc elle était moitié norvégienne, moitié grecque. Et puis elle voulait retourner en Norvège. Moi je voulais quitter la France. Donc j'ai dit ok banco, je te suis. Puis là, on est arrivé sur Oslo. Oslo, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas les papiers à faire. On ne connaissait personne. On ne savait pas les prix. On ne savait pas que la vie norvégienne était beaucoup plus chère. On est vraiment arrivé comme deux touristes, 2 sacs, pas d'appartement. Et puis après, tout s'est fait très vite. En 48 heures, on avait un appartement, on avait un travail. En 2 semaines, la vie était faite. Je suis resté à Oslo sur 1 an. Et puis après, j'ai rencontré un producteur de films qui, lui, filmait à Lofoten. Et donc, il cherchait un chef. Donc, on avait de très bons contacts. C'était un client de notre restaurant. Et en ayant de beaux contacts, il m'a proposé de venir sur Lofoten pour faire un tournage d'1 mois et demi. Mais en arrivant à Lofoten, là, c'était un waouh. En plus, on est arrivé par bateau de Bodø, donc on a toute cette vue c'est du Jurassic Park. C'est du Jurassic Park, on a toutes ces montagnes qui arrivent au niveau de la mer. Et ouais. Donc là, c'était un coup d'amour. Après le film, je suis rentré à Oslo, j'ai pris mon sac et puis je suis reparti. Reparti pour rester. En plus, il retrouve un peu de Bretagne ici, sur les îles Lofoten. Le climat à Lofoten me fait penser beaucoup à la Bretagne, comme on a le Gulf Stream. Ça nous permet de jamais descendre très très froid l'hiver. Ça monte jamais très très haut l'été. Donc ça me rappelle énormément la Bretagne. Beaucoup de pluie, mais du soleil quand même. Et des gens avec le sourire. Et de très bons produits. Lofoten a de très très bons produits. Et surtout les petits côtés bateaux de pêcheurs. Ça tous les matins, ça me rappelle Vannes, le port de Vannes. Le poisson, on a un poisson qui est frais. Généralement, nous, on travaille avec la poissonnerie qui se trouve juste de l'autre côté, ici. Donc c'est vrai qu'on a un poisson qui arrive tous les matins. Donc le poisson est séparé en 2, généralement. Donc la tête va être réservée, va être séchée. Ça va être envoyé directement en Afrique. En Afrique, ils vont se servir comme farine. Et le poisson, après le cabillaud, il va être d'abord ouvert en 2. Et après, on va juste le faire sécher à l'air libre pendant 3 mois.
Et là, ça c'est un commerce qui a été créé 5e siècle après Jésus-Christ, donc qui est très très vieux. C'est les premiers commerces de la Norvège, entre la Norvège et la Suède. Et ici, on va le refaire hydrater après pendant 3 semaines. Donc il va retrouver à 80-90% de toute sa forme. Et puis on va juste le faire, que ce soit au grill, que ce soit à la plancha, que ce soit juste au four. Il y a 36 façons de le faire, en crème. Et ça donne un petit coup un peu plus corsé que le cabillaud par lui-même. Et c'est délicieux. Le cabillaud, ou la morue, est en effet le poisson roi. Et nous le croisons à travers tout l'archipel, que ce soit sa tête ou le reste de son corps. Après Svolvær, le long de la côte, nous remontons vers le village de Rennes. L'occasion de parcourir ce regroupement de 80 îles, dont 6 grandes, aujourd'hui reliées par des ponts. Des ponts qui permettent aux amateurs de véhicules anciens, sur 2 ou 4 roues, de s'en donner à cœur joie. Les paysages sont magnifiques. La nature est brute, les montagnes majestueuses et les eaux souvent limpides. Sans oublier bien sûr ces petites cabanes de pêcheurs dont le rouge des façades ponctue ce décor bleu, vert, gris. Rennes, classée au patrimoine de l'UNESCO, offre en la matière l'un des meilleurs points de vue. Nous repartons pour le musée Viking, autre incontournable des Lofoten. Dans cette ancienne maison d'un chef viking, nous rencontrons notre dernière bretonne, Anne, comme sortie de la légende arthurienne ou de Game of Thrones. Installée depuis une vingtaine d'années ici, cette guide du musée nous en dit plus sur cette habitation et ses occupants. C'est une reconstruction en fait. C'est 4 pièces. Vous avez la salle d'habitation, salle des banquets, la réserve et les étables. Et la maison elle-même, en fait, à l'époque, c'est l'équivalent d'un château. C'est pour une famille seulement, la famille du chef, bien sûr. Famille très privilégiée, qui descend même des dieux. C'était une famille d'environ 10 personnes, peut-être. Ensuite, vous avez bien sûr les serviteurs, et les esclaves. Ils avaient énormément d'esclaves à l'époque. Une ferme en moyenne avait une 12aine de vaches et 3 esclaves. À l'époque viking, seuls les gens qui allaient piller les villages et les monastères d'Europe étaient appelés vikings. Les autres, c'était juste les Norrois, en fait, les Scandinaves. Un peuple, en tout cas, très tôt égalitaire. C'est vrai que les hommes et les femmes avaient pratiquement les mêmes droits, en fait. Garçons et filles apprenaient à se battre et les filles n'avaient aucune hésitation à verser le sang. On les encourageait en fait à avoir un tempérament très marqué, très fort. Les garçons apprenaient à coudre et à cuisiner aussi. Parce que quand vous êtes en voyage, vous êtes une équipe d'hommes, il faut savoir tout faire. Et donc les femmes restaient seules ici avec les enfants, les serviteurs, les esclaves. C'est elles qui dirigeaient la maison et en cas d'attaque de la ferme, c'est aussi elle qui prenait les armes et défendait la ferme. Anne, elle, a dirigé sa vie vers les Lofoten, après un énorme coup de cœur il y a 30 ans. Pendant pratiquement 10 ans, je suis venue en tant que touriste 2 fois par an, tous les ans. Et entre 2 voyages, j'avais qu'une obsession, c'était de revenir en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a 20 ans, ça m'a semblé raisonnable de tenter ma chance et de venir m'installer ici. Et c'est une décision vraiment que je ne regrette pas du tout. Mon endroit préféré en Bretagne, je crois que c'est Uelgoat, le chaos de roche. Et c'est quelque chose que je retrouve ici aussi, surtout le long des côtes. Vous avez des chaos de roche. En fait, ça c'est laissé par des glaciers et elles sont recouvertes de mousse et de lichen. Et ça fait vraiment... ça fait totalement paysage de conte de fées.
Les aurores boréales font aussi partie des beautés à découvrir sur ces îles reculées. Il faut venir entre septembre et mars, quand les nuits sont longues et noires pour bien les apercevoir. À défaut, le reste de l'année, un autre spectacle tout aussi beau accueille le visiteur. Le soleil de minuit. Ainsi se termine notre périple sur l'une des plus belles plages des îles Lofoten, la plage de Ramberg, une plage de sable blanc avec une eau turquoise comme on le voit. On se croirait presque aux Seychelles ici, sauf que bien sûr la température n'est pas tout à fait la même si on se baigne l'été, mais il faut porter une combinaison parce que l'eau n'excède pas les 10 degrés. Voilà, j'espère que ce beau voyage dans le grand nord norvégien vous a plu. On se retrouve le mois prochain et comme on dit ici, ha le bras! Salin Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs.